Ce document explore la convergence sismique entre la finance traditionnelle et le secteur des crypto-monnaies, catalysée par l'adoption de normes réglementaires majeures. La norme ISO 22022, une transformation silencieuse de la finance globale, imposant la transparence totale et un langage structuré aux banques, est confrontée au chaos volatile du marché crypto. Dans ce contexte, l'étude se concentre sur P-Network et sa stratégie ambitieuse pour obtenir la légitimité via la réglementation européenne MiCA. 1. L'ancien monde vs la transparence forcée. Cette première phase décrit la rupture brutale avec les systèmes financiers des années 70. La fin de l'opacité bancaire. Le 22 novembre 2025 marque une révolution silencieuse avec l'adoption de la norme ISO 20022. L'ancien système, comparé à des SMS vagues, était responsable de 80% des retards de paiement transfrontaliers. La haute définition financière. Le nouveau système impose un langage commun riche et structuré où chaque transaction possède une carte d'identité complète. Qui, quoi, pourquoi, conformité. C'est le passage d'une TV noir et blanc floue à un écran Wicca. Le contraste du marché. Alors que la finance traditionnelle s'illumine, le marché de crypto traverse une tempête. Le Bitcoin peine et des projets comme ZK ou STRK chutent lourdement. Pourtant, au milieu de ce chaos, le Paycoin reste stable autour de 0,24 $, agissant comme une anomalie positive. 2. La légitimité par la conformité. Face à ce nouveau paysage, P-Network ne cherche pas la rébellion mais l'intégration institutionnelle. La stratégie MiCA. La réponse de Pi est la conformité totale avec la réglementation européenne MiCA, Markets in Crypto Assets, considérée comme le boss final de la régulation et un passeport pour la légitimité. L'objectif visé, obtenir une autorisation de négociation sur des plateformes réglementées comme OKX Europe dès le 26 novembre 2025. Les arguments de défense, pas de ICO, levée de fonds, ce qui évite des problèmes juridiques. Exigence complète de KYC et KYB pour vérifier l'identité de tous les acteurs, utilisation de portefeuilles non dépositaires laissant le contrôle aux utilisateurs. 3. Mystère et paradoxe. C'est ici que l'analyse soulève des contradictions intrigantes dans la gestion du projet. Le mystère Binance. Malgré un vote favorable à 90% de la communauté pour lister Pi, Binance a resté silencieux. Hypothèse 1, Pi a refusé pour protéger son écosystème d'un raz-de-marée spéculatif qui tuerait l'usage monétaire du jeton. Hypothèse 2, Binance a refusé, temporairement, car Pi ne cochait pas encore toutes les cases de conformité. Le double discours sur la valeur. Il existe une contradiction flagrante entre les documents officiels et le code technique. Officiel, le white paper MiCA avertit que le prix sera hautement volatile sur les marchés. Technique, le code sur GitHub Pi Supernode contient des instructions pour rejeter les jetons volatiles et n'accepter que des stablecoins en interne. Stratégie, cela suggère une économie à deux vitesses, un prix externe spéculatif pour la finance et une valeur interne stable, GCV, basée sur le consensus pour l'usage quotidien. 4. Vers une convergence hybride. La conclusion du document projette P-Network vers un avenir où crypto et finances traditionnelles ne font plus qu'un. Saut technologique V23, la mise à jour vers le protocole V23 active les contrats intelligents, smart contracts, permettant enfin la création d'applications décentralisées, dit apps, et faisant passer le projet du lycée à l'université. De la quantité à la qualité, avec plus de 60 millions d'utilisateurs, l'ère du minage de masse touche à sa fin, arrêt possible aux 100 millions, pour créer de la rareté. Le but n'est plus d'accumuler, mais de donner de l'utilité réelle aux jetons. La grande convergence. La finance traditionnelle adopte la transparence, blockchain via ISO 20022. La crypto adopte la régulation stricte via MiCA. L'avenir appartient aux projets qui réussiront cette intégration hybride, prouvant leur valeur par l'usage et non la spéculation. Le 22 novembre 2025, il s'est passé quelque chose d'énorme dans la finance mondiale. Une révolution. Mais une révolution silencieuse. C'est ça. Pas de crash, pas de panique dans les médias, et pourtant c'est peut-être la plus grande transformation du système bancaire en 50 ans. On parle bien sûr de la norme ISO 20022. Un nom un peu barbare, mais qui force toutes les banques du monde à parler un nouveau langage. Celui de la transparence totale. Absolument. Et ce n'est pas juste de la technique, c'est un vrai changement de philosophie. On passe de messages financiers, disons très cryptiques, à un livre totalement ouvert. Exactement. Et c'est là que notre histoire d'aujourd'hui commence. On va plonger dans des sources qui racontent la collision entre cette révolution de la finance tradie
et le monde, souvent chaotique, de la crypto. Mhm. Et on va le faire en se concentrant sur un projet que beaucoup de monde suit, Pi Network, et comment il essaye de naviguer dans ce nouveau paysage. C'est un peu l'histoire d'un secteur qui passe à l'âge adulte en fait. Fini de jouer, maintenant il faut respecter les règles du jeu. C'est une super image. Allez, on déballe ça. Commençons par le choc, le vieux monde qui s'effondre. Le vieux monde, c'était un système qui datait des années 70. Des messages hyper courts, vagues. Moins d'infos qu'un SMS, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Et c'était parfait pour l'opacité. Les sources qu'on a sont très claires là-dessus. 80% des retards de paiement transfrontaliers venaient de là. Ça cachait des frais, des failles de sécurité. Un système basé sur une confiance un peu aveugle, en somme. Tout à fait. Et du jour au lendemain, on allume la lumière. La norme ISO 22022, elle, impose un langage commun. Riche, structuré. Concrètement, ça veut dire quoi? Riche et structuré. Ça veut dire que chaque transaction a sa carte d'identité. Qui paie qui, pourquoi, le numéro de facture, les données de conformité. Tout l'historique. Tout. C'est vraiment comme si on était passé d'une vieille télé en noir et blanc, toute floue, à un écran 8K. Chaque détail est là, ultra net. D'accord, donc la banque se met à la transparence forcée. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le monde de la crypto, qui a fait de la transparence son argument de vente numéro 1, était en pleine tempête, pas vrai? C'est le moins qu'on puisse dire. Les articles décrivent un marché dans le rouge vif. Ah oui. Des projets comme ZK qui perdent 24%, STRK moins 27%. Même le Bitcoin, qui était à plus de 94 000 $, peinait. C'était la volatilité à l'état pur. Et au milieu de tout ça, Au milieu de ce bain de sang, une anomalie. Le Picoin, lui, restait vert, stable, autour de 0,24 $, comme s'il était dans une autre dimension. le contraste est saisissant. On a donc ce paradoxe qui est fascinant. Au moment où la finance tradie est forcée d'adopter les principes fondateurs de la crypto, la transparence, la traçabilité, Mhm. le monde de la crypto, lui, ressemble à un casino en plein chaos. Les rôles s'inversent. Et ça pose une question essentielle pour ces projets. Maintenant que tout le monde joue avec nos règles, comment on prouve qu'on est meilleur? Et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape, la promesse. Face à ce nouveau monde, la réponse de Pi Network, d'après les documents, elle est limpide, la conformité. Oui, et pas n'importe laquelle. La conformité avec la réglementation européenne MiCA. C'est un peu le boss final de la régulation crypto. MiCA, Markets in Crypto Assets, en gros fait quoi? Faut voir ça comme le nouveau code de la route pour tous les cryptoactifs en Europe. Des règles très très strictes sur la protection des consommateurs, la transparence. Pour un projet, avoir le tampon MiCA, c'est comme obtenir un passeport pour la légitimité. Le ticket d'entrée dans la cour des grands. Exactement. Ça ouvre les portes de toutes les bourses réglementées en Europe. Et qu'est-ce qu'il dit, ce fameux white paper MiCA de Pi daté d'octobre 2025? Comment il compte s'y prendre? Alors, la stratégie est très méthodique. L'objectif, c'est d'obtenir une autorisation de négociation pour être listé sur des plateformes comme OKX Europe dès le 28 novembre. D'accord. Et pour ça, ils avancent plusieurs arguments. D'abord, le fait qu'ils n'ont jamais fait d'ICO, de levée de fonds. Ça les protège de pas mal d'ennuis juridiques. Tous les jetons viennent du minage mobile. Et en chiffres, ça donne quoi? Sur un maximum de 100 milliards, il y en a environ 8,3 milliards en circulation. Ça donne une idée de la distribution. Mais le plus important, c'est la partie sur la conformité pure. C'est-à-dire? Ils insistaient beaucoup là-dessus. Exigence complète de KYC, KEB, en gros, vérifier l'identité de tout le monde, particuliers et entreprises. D'accord. Des audits aussi? Oui, des audits par des tiers, des systèmes antifraude. Et un point crucial, le portefeuille est non dépositaire. Ce qui veut dire que chaque utilisateur garde le contrôle de son argent? Voilà, c'est un argument de poids. Mais pourquoi cet acharnement sur l'Europe? C'est juste pour la taille du marché? Non, c'est bien plus stratégique. L'Europe, c'est une région riche, avec un public qui s'intéresse à la crypto, mais surtout, la réglementation MiCA est l'une des plus dures au monde. Si tu obtiens ce tampon. Tu envoies un signal très fort au reste de la planète. Exactement. Ça rassure les investisseurs institutionnels, les banques. C'est une façon de dire « au boum ». On arrête l'expérimentation, on devient un acteur financier sérieux. Le plan semble parfait sur le papier. Obtenir le label européen pour devenir respectable. Mais quand on creuse un peu dans les sources, il y a des choses qui interpellent, des curiosités. Et la première, c'est le grand mystère Binance. Ah, le fameux sondage. Oui, Binance demande à sa communauté s'il faut lister Pi. Plus de 90% de oui. Et puis, plus rien. Silence radio. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est la grande question. Les sources avancent deux hypothèses, qui sont d'ailleurs complètement opposées. La première, c'est que le refus serait venu de Pi Network. Attendez une seconde.
un projet refuserait d'être listé sur la plus grosse plateforme du monde, ça n'a aucun sens. Ça paraît contre-intuitif, je suis d'accord, mais la logique derrière, ce serait de protéger l'écosystème. L'équipe voulait peut-être éviter un raz-de-marée spéculatif. C'est-à-dire? Imaginez des millions d'utilisateurs qui se ruent pour vendre leur paille d'un coup. Le cours s'effondre et l'idée d'utiliser le paille comme une monnaie pour acheter des choses, elle meurt avant même d'avoir existé. C'est une défense qui se tient, protéger le projet d'un succès trop rapide. Et la deuxième hypothèse? Elle est plus simple. C'est Binance qui a dit non, ou plutôt pas tout de suite. Binance a des exigences de conformité et de sécurité qui sont énormes. Il est très possible qu'à l'époque, paille ne cochait tout simplement pas toutes les cases. Donc, le silence de Binance serait juste une mise en attente. C'est une possibilité, oui. D'accord, le mystère Binance reste entier. Mais il y a une autre curiosité encore plus profonde. Une sorte de double discours sur la valeur même du Pi. C'est ça. D'un côté, il y a le document officiel pour les régulateurs, le white paper MiCA. Et là, c'est écrit noir sur blanc, le prix du Pi sur les bourses sera hautement volatile. C'est la reconnaissance de la réalité des marchés. Logique. Et de l'autre côté? De l'autre côté, quand on va fouiller dans le code du projet sur GitHub, dans la partie Pi Supernode, on trouve une instruction qui dit l'exact contraire. Le code est conçu pour que l'écosystème interne n'accepte que des stablecoins. Il est programmé pour rejeter tous les jetons crypto volatiles. Alors attendez, si je comprends bien, on a la même monnaie qui est présentée comme volatile à l'extérieur, pour les marchés, C'est ça. et qui doit se comporter comme une monnaie stable à l'intérieur pour la communauté. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est une contradiction qui va finir par exploser? C'est la question. C'est ça qui est fascinant. Cette ambition d'une stratégie à deux vitesses. Un prix externe et une valeur interne. Voilà. Le prix externe, spéculatif, c'est la face visible pour le monde de la finance. Et la valeur interne, elle, serait déterminée par l'usage, par le consensus de la communauté. Ce qu'ils appellent le GCV, le Global Consensus Value. L'idée, c'est de construire la vraie valeur à l'abri des tempêtes du marché. Et techniquement, comment ils comptent réussir ce grand écart? C'est là qu'intervient la mise à jour vers le protocole V23. Les sources en parlent comme d'un saut du lycée à l'université. C'est un changement de dimension qui active enfin les contrats intelligents, les fameux smart contracts. Et ça change tout? Ça change tout. Ça permet de créer des applications décentralisées, des plateformes d'échange internes, la totale. Donc la technologie est en route. Oui, mais il y a un mais majuscule. Pour l'instant, tout ça, c'est en testnet. C'est une répétition générale dans un théâtre vide. Le vrai défi, ce sera le lancement du mainnet, le réseau principal. L'adoption, en fait. L'adoption. On peut construire la plus belle autoroute du monde, mais si personne ne fabrique de voitures pour rouler dessus, et si personne ne veut les conduire, elle reste vide. La technologie sans les utilisateurs, ça ne vaut rien. On arrive donc à cette grande convergence. D'un côté, la finance tradi qui, avec ISO 20002, adopte les principes de la blockchain, et de l'autre, des cryptos comme Pi qui, avec MiCA, adoptent les principes de la finance tradi. Les deux mondes se rapprochent. C'est une observation parfaite. Et ça va continuer. Un des points les plus intéressants dans les sources, c'est la fin potentielle du minage. On a retrouvé une vieille déclaration de l'équipe fondatrice, Qui disait quoi? que le minage pourrait s'arrêter quand la communauté atteindrait les 100 millions d'utilisateurs. On en est à plus de 60 millions aujourd'hui. Et le taux de minage, la vitesse à laquelle on crée de nouveaux pailles, a déjà été énormément réduit. On passe de la quantité à la qualité, en quelque sorte? C'est exactement l'idée. En créant de la rareté, on augmente la valeur potentielle des jetons qui existent déjà. On demande à la communauté de changer de mentalité. Le but n'est plus d'accumuler plein de pièces, mais de détenir des pièces qui ont de la valeur. Mais ils ne sont pas seuls dans cette course à l'utilité, j'imagine. La compétition doit être féroce. Absolument. Les sources citent d'autres projets, comme Interlink Network, qui sont décrits comme plus actifs. Ils construisent une infrastructure humaine, ils ont même le soutien de Google Startup. Ça montre que la course est lancée. Et ce n'est pas forcément celui qui a la plus grande communauté qui va gagner. Mais celui qui arrivera à la rendre la plus active. Et à lui fournir les meilleurs outils. C'est là qu'on boucle la boucle. L'ère des cryptos qui vivaient dans leur bulle, c'est terminé. L'avenir, c'est l'intégration. Mais cette intégration, elle se fera selon les termes du nouveau monde. Transparence, conformité, protection. Le succès, pour Pi comme pour les autres, ça ne se mesurera plus en nombre d'utilisateurs, mais en utilité réelle, loin, très loin de la simple spéculation. Ok, donc pour résumer, on est parti du choc de cette norme ISO 20022,
qui forcent la finance à la transparence. On a vu la promesse de Pi Network de s'intégrer via la conformité MiCA. Puis la curiosité nous a piqué avec cette stratégie de double valeur et le mystère Binance. Et on voit se dessiner cette évolution vers un système financier hybride où les frontières s'effacent. La question fondamentale que tout ça soulève au final est la suivante. Un projet peut-il vraiment rester fidèle à son idéal de décentralisation, de pouvoir à la communauté, tout en cherchant activement la légitimité dans le monde hyper centralisé et réglementé de la finance mondiale? L'avenir de Pi Network, et peut-être de toute une génération de crypto-monnaies, dépendra de la réponse à cette question.